Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MLB de The Free Agent, le podcast hebdomadaire consacré à la Major League Baseball. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, j'ai avec moi un de nos rédacteurs baseball, mais aussi NFL. Enfin, il fait un peu tout dans l'équipe, c'est assez incroyable. C'est notre MVP, c'est Damien. Comment tu vas, Damien? Salut Charles, ça va super, salut à tous. Aujourd'hui, on a un gros sujet principal, qui va, j'espère, vous plaire et faire un petit peu débat parce que voilà, on va dire certaines choses qui pourraient ne pas plaire aux fans euh, historiques de baseball et de MLB, mais on va essayer de donner des petites idées à à ce cher Rob Manfred pour donner un petit peu de changement à la MLB. Et avec Damien, on vous proposera quelques petites idées. Mais avant tout cela, on va revenir un petit peu sur l'actualité de la semaine en MLB. Et Damien, la course à la wildcard qui est en une semaine a été complètement bouleversée. On avait notamment dans l'American League, on avait les Yankees qui commençaient à revenir, mais qui étaient toujours en dehors de la wildcard. Et une semaine après, et une double victoire hier soir face aux Red Sox plus tard, eh bien, ils sont premiers. Ils sont à égalité avec les A's, et donc les Red Sox sont hors jeu pour le moment de cette wildcard. Euh, je pense on aura des choses à dire sur la wildcard de chaque semaine. Ouais, c'est clair, là c'est vraiment un énorme retournement de situation. C'est vrai qu'on voit les Yankees revenir clairement en force depuis le All-Star break, depuis les grosses arrivées qu'on a eues après la trade deadline surtout. Et là, ça commence à se concrétiser vraiment sérieusement avec cette victoire dans le doubleheader contre Boston, qui en fait au final comment dire, le feu d'artifice final de ce grand retour en force des Yankees. Et ils ont vraiment retrouvé ce qui faisait leur force, hein, c'est-à-dire une attaque de feu. Hein. Et ils sont bien partis pour aller chercher leur wild card. Et puis après, c'est la fête, hein, tout est permis. Hein. C'est les Yankees en playoff, tout peut Ouais, arriver. c'est ça. C'est ça, exactement. Et puis, même dans l'American League Est, ils sont revenus à 5 matchs des Rays qui trônent tout en haut de cette American League Est et même de l'American League au global. Effectivement, les Yankees, l'attaque est redevenue ce qu'elle était. Ils en sont à, je crois, 17 victoires sur les 22 derniers matchs. Là, ils font une série, ils sont à 5 victoires consécutives. Ils ont gagné 7 de leurs 10 derniers matchs. Euh, on avait vu, hein, ils ont pris la série face aux White Sox, qui sont quand même bien attachés en tête de leur division, eux aussi. Là, ils en prennent 2 hier soir face aux Red Sox. La série n'est pas terminée, bien entendu, elle se poursuit d'ailleurs ce soir. Mais ils ont aussi retrouvé un petit peu de lanceurs aussi, et Ouais. notamment Gil ou Gilles, je ne sais pas comment prononcer ce nom, on va dire Gilles, qui reste invaincu en 3 départs. Il n'a toujours pas concédé de points. Euh, c'est une bonne nouvelle pour les Yankees parce que Gerrit Cole est de retour aussi. Ouais. Il a fait une bonne prestation face aux Angels. Donc, il y a des motifs d'espoir. Et effectivement, là, les Boston et New York sont en train de prendre deux directions, j'ai l'impression, un petit peu opposées. Les Red Sox sont à 5 victoires sur leurs 10 derniers matchs. Donc, pas forcément dans la même dynamique que nos amis des Yankees. Et puis, dans la National League, tes Dodgers sont toujours bien ancrés à la première place pour la wild card. Oui, oui. Ils ont 8 matchs d'avance sur les Padres qui sont deuxièmes. Par contre, les Padres, ils ont, euh, ils ont les Reds qui sont en train de toquer à la porte et qui reviennent très, 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 très fort.
Ouais, là, il y a 2 victoires d'écart hein, maintenant entre les Reds et les Padres. Et puis bon, Tatis est une et demie revenu, même. 1,5, ouais. Tatis est revenu, donc il y a eu quand même un espèce de regain positif, mais ça suffit pas hein, sur cette équipe des Padres qui a vraiment, vraiment du mal. À l'inverse des Dodgers, hein, tu disais mes Dodgers sont solidement installés, mais pour le coup, j'ai l'impression qu'on les retrouve vraiment comme ils auraient dû être depuis le début de la saison, c'est-à-dire vraiment, vraiment impressionnant. Ils gagnent les matchs qu'ils perdaient avant, et c'est un peu pareil pour les Yankees aussi. Hein. C'est vraiment, C'est ça. quand je pense au match d'hier, la fin de match complètement folle avec les bases pleines, le premier doubleheader contre Boston. Vraiment donc le pitcher qui tremble pas du tout et qui va chercher le strikeout alors qu'il était à 0-3 sur le dernier. Ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Je me suis dit, waouh, si cette équipe arrive à avoir ce niveau-là, ça peut être vraiment impressionnant. Et au final, les deux franchises, je trouve, bon, pour les Dodgers, partaient beaucoup moins loin, mais quand même, il y avait un niveau de jeu qui était beaucoup plus faible que ce que ça aurait pu être et ça va mieux. Pour San Diego, c'est plus compliqué. C'est plus Mm. compliqué et ça a pas l'air d'aller mieux. C'est vraiment ça qui est inquiétant. Là, contre les Rockies, ça aurait pu aller mieux, mais ça fait donc 2 défaites dans la série. Voilà. Bon, bah, il reste encore un match dans la série contre les Rockies et puis après, c'est une série contre les Phillies. Et puis après, une série contre les Dodgers. Waouh, ça va être C'est vraiment ça. compliqué pour les Padres. Hein. Oh là là. C'est ça. Les Padres ont le pire calendrier, l'un des pires calendriers Ouais. pour cette fin de saison, à l'inverse des Reds et des Phillies, puisque au final, si on regarde la course pour la deuxième place de la wild card, on a les Reds qui sont à un match et demi, les Cardinals qui sont à 4, les Phillies à 4 et demi. Donc ces trois équipes-là, elles sont encore. Et puis bon, il y a les Mets à 6 et demi. Au-delà, je pense que c'est mort parce que c'est les Rockies à Oui, 12 oui. matchs. Mais on va dire que ces quatre équipes sont encore dans la course, même si je mets les Mets peut-être un petit peu en retrait, avec notamment ils en sont à 5 défaites consécutives, Ouais, deux de ouais. suite face aux Giants. Mais Eux aussi sont en baisse de régime. Hein. Franchement, ouais, ouais, comparé à ce qu'ils étaient avant la pause, c'est vraiment complètement. incroyable. Ouais. Complètement. Et puis compte tenu de leur effectif aussi. Ça c'est encore Oui, oui. une autre histoire. Ouais. Et encore, San Diego, hier, a eu un petit peu de sursis puisque les Cubs ont mis fin à leurs 11 défaites de suite en battant les Reds, Ouais. justement. Donc, on aurait très bien pu aujourd'hui, et la logique aurait voulu que ce soit comme ça, mais on aurait dû vous annoncer aujourd'hui que les Reds étaient revenus à seulement un demi-match Ouais. des Padres. Donc ça va être très compliqué. Les Phillies ont eu une petite baisse de régime. Ils étaient revenus très 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 fort. On pense notamment à leur série face aux Nationals. Euh, Mhm. donc il y a il y a des motifs de satisfaction pour les Phillies, les Cardinals et les Reds. Par contre, effectivement, les Padres, il va falloir, ça va être très très compliqué et à moins d'un retour de leur lanceur assez rapidement, on pense à Darvish, entre autres, Ouais. il va falloir être très 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 solide sur la fin de saison parce que le calendrier n'est absolument pas fait pour eux. Ouais. Et tu imagines, à un moment, avant que Max Scherzer signe avec les Dodgers, il était vraiment très proche de signer avec les Padres. C'est Tu ça. imagines s'il avait signé aux Padres, on serait pas en train d'avoir ce débat, je pense. Ah, je pense pas qu'on serait Ouais. en train de dire ça. Absolument, les Padres se sont fait avoir et à la place, bon, ils ont Ouais. signé Jake Arrieta, quoi. Donc bon, c'est, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Les pauvres Padres. Voilà pour un petit peu le petit point sur cette wild card. Je sais pas, est-ce que tu avais peut-être eu un truc qui te tenait à cœur euh, que tu voulais partager sur cette semaine qui vient de s'écouler? Non, j'ai bien aimé la série des Twins contre les Rays. Ils ont fait vraiment deux matchs très surprenants, dont un 12-0 et un 5-4. Je m'attendais vraiment pas à ce que les Rays tombent contre les Twins et j'ai trouvé leur niveau de jeu vraiment intéressant. Cette équipe des Twins, elle est un petit peu frustrante parce qu'il y a de la qualité, mais il y a aussi beaucoup de problèmes. Et quand on la voit être productive comme ça, c'est intéressant. Et surtout contre les Rays qui jouent vraiment très très bien. J'ai été vraiment très surpris par ça. Donc voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à partager que ce qu'on a vu. Ok. Et puis, petite pensée pour Chris Bassett, hein, qui a pris une jolie petite balle en pleine figure la nuit dernière. On espère que ça ira rapidement pour le Ah, joueur oui, ah oui, d'Oakland. aussi, ouais, par rapport à la nuit dernière, le coup du commentateur de Détroit là, Oui.
oh là là, qui s'est moqué de l'accent asiatique par rapport à Shodani, c'est incroyable. Ouais, ça c'est encore quelque chose d'absolument pas normal, Ouais, c'est clair. surtout à la télé. Bon, il s'est excusé depuis, mais bon, n'empêche que de prime abord, il aurait sans doute pas dû faire ce genre de choses. Euh, on passe à notre sujet principal, Damien. Et si Rob Manfred écoute ce podcast, on va essayer de lui donner des petites idées. N'hésitez pas à la fin de ce podcast, et notamment sur les réseaux sociaux, à nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de nos idées. Et si vous avez des idées, à part bien sûr que Rob Manfred s'en aille. Mais si vous avez des petites idées pour la MLB, pour la changer un petit peu, pour la moderniser, hésitez surtout pas. Eh ben, écoute, Damien, je te laisse donner ta première idée à soumettre à Ouais. Rob Manfred. Alors, ma première idée à soumettre à Rob Manfred concerne en fait la diffusion TV. Donc, on voit quand même une amélioration, un énorme progrès de la qualité TV. Et je trouve que le MLB Network pourrait aussi utiliser cette amélioration technologique pour attirer de nouvelles personnes. Au-delà donc encore améliorer la diffusion, parce qu'on a quand même une bonne qualité pour les matchs. Je trouve que les flashbacks sont souvent de qualité un petit peu moins bonne parfois que les matchs, mais bon, ça reste un autre débat. Je pensais à une diffusion de certains matchs, voire de tous, mais au moins de certains matchs en 3D. Vu qu'on a des télés qui sont équipées en 3D, on pourrait avoir la possibilité de mettre ses lunettes à la maison et d'avoir un match du MLB en 3D, d'avoir l'impression d'être sur le terrain ou la balle qui vient vers nous. Et je pense que ça donnerait beaucoup de sensations aux fans, encore plus. Ça leur permettrait de vivre une nouvelle expérience baseball. Ouais, alors, bonne idée la 3D. Si la caméra est placée au niveau de l'arbitre, je sens que va y avoir des petits accidents à la maison si jamais Ouais. la balle arrive dans la direction. Mais effectivement, la diffusion, pour ceux qui regardent les matchs sur l'application MLB TV, oui, je suis d'accord avec toi, les flashbacks, je pense que ça, on pourrait en faire un podcast entier tellement c'est toujours absolument les mêmes et que, bon, voilà, les lancers de Laureano du fin fond du stade, enfin voilà, les trois home runs de Yelich dans un même match. Enfin bon, bref, je pense que je les connais absolument tous depuis le temps. Le catch Euh, de Yann Stransky aussi, avec le c'est commentateur ça, qui hurle. exactement, exactement. Stransky makes the catch. C'est tout à fait ça. Je vois très très bien en plus. Oui, la diffusion télé a fait des gros progrès. Je pense que ce qu'on a vu pour le Field of Dreams Mhm. avec les nouvelles caméras 8K qu'on voit un petit peu partout, même en NBA et en NFL, effectivement, elles apportent aussi une immersion qui est vraiment différente. Euh, ça va dans le bon sens, je pense, au niveau de la diffusion en télé, d'autant plus que, bah, oui, le baseball est un sport qui reste relativement lent et assez long, et ce sera l'occasion pour moi d'enchaîner avec la- ma petite amélioration. Mais effectivement, il y a il y a des choses qui sont de mieux en mieux. La Fox a vraiment innové pour le coup avec les drones, avec un nombre de caméras, avec des micros un petit peu partout qui font qu'on avait vraiment l'impression d'être parmi les joueurs. Moi, ce que j'aime bien généralement aussi, c'est quand un joueur est équipé d'un micro, c'est Ouais, toujours super intéressant, je trouve, ouais, d'entendre ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est vrai que on a les commentateurs, donc on n'a pas vraiment le bruit, les échanges qui peut y avoir sur un terrain. Donc effectivement, l'immersion, de manière générale, est à mon avis à développer. Et effectivement, la 3D, ce serait très bien. Là, je pense que même la réalité virtuelle, mais là on va encore un peu plus ouais, loin, permettrait aussi ouais, de pouvoir regarder les matchs comme si on était dans un stade. La technologie est peut-être pas encore assez développée, mais effectivement dans un futur proche, je pense, ça pourrait être très intéressant d'acheter sa place pour le match et d'être dans son canapé pour
et être comme si on était au stade et à la place qu'on a achetée. Ouais. Ça nous permettrait d'y être plus souvent aussi. Ça nous permettrait d'y être plus souvent, surtout pour nous, pour les matchs qui sont à Ouais, 19h, ce serait ouais, plutôt ouais, sympa, effectivement. c'est ça. Donc on disait effectivement le baseball est un sport voilà, qui est assez lent, qui est assez long. Les matchs durent souvent très très longs. Mais il y a une raison, enfin une des raisons, c'est la durée entre les lancers qui allonge la durée des matchs de manière assez colossale. Pour vous donner un ordre d'idée, les matchs aujourd'hui sont 23 minutes plus longs qu'en 2005. Ils sont 34 minutes plus longs qu'en 84 et 35 minutes plus longs qu'en 1962. C'est pas négligeable, hein, on parle pas de 2-3 minutes de plus, on parle quand même de plus d'une vingtaine de minutes. Voilà, c'est assez incroyable, je trouve, quand j'ai vu cette stat, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Euh, et une des raisons à ça, c'est effectivement la durée entre les différents lancers. Les pitchers prennent énormément leur temps de reprendre leur souffle, de bien lire les informations que leur donne leur receveur, de bien choisir le lancer, etc. La solution que je propose, c'est faire comme dans les ligues mineures, c'est d'instaurer une horloge pour les lancers. Euh, ça a été, euh, euh, ça a été aussi mis en place pendant les Jeux Olympiques. Donc je pense que ça pourrait être intéressant d'instaurer ça pour dynamiser un petit peu le match, parce qu'on le sait, la MLB cherche à séduire les nouveaux publics, à séduire un public plus jeune, et ce public plus jeune veut que ça aille un peu plus vite, qu'il y ait d'action, et effectivement de garder des personnes 3 heures devant le même événement où bah, il y a énormément de pauses. Effectivement, ça peut être compliqué. Et c'est aussi pour ça que le baseball n'a pas euh, l'impact qu'il devrait avoir en France notamment. Euh, mais voilà, je pense que je sais pas ce que tu en penses, si pour toi ce serait faire baisser quand même de 23 minutes le match, je pense que c'est pas négligeable. Ah oui, ça serait vraiment, vraiment intéressant. Et puis ça permettrait aussi, donc déjà d'une part, de rendre le jeu plus fluide. Et c'est aussi pour ça, ils l'ont fait au tennis aussi de façon très, très naturelle, hein. C'était C'est une ça. espèce de. Avant, on savait qu'il y avait un certain temps, mais là, ils l'ont mis de façon très officielle dans les tournois. Et puis, s'ils ne respectent pas, il y a warning. Et puis, c'est devenu vraiment très sérieux. Ça rend aussi le sport un petit peu, comment dire, ça permet d'exagérer un petit peu moins l'avantage qu'a le lanceur ou la personne qui va pour servir, par exemple, de rendre tout simplement le jeu plus fluide, mais aussi moins avec. Parce que les pauses, d'accord, c'est bien, ça fait partie du jeu pour essayer d'un petit peu jouer sur le mental des adversaires, mais ça casse complètement le jeu et au final, c'est pas toujours très intéressant. C'est bien dans un moment de tension, d'accord, mais tout le temps, c'est vraiment pas intéressant, ça casse le sport, quoi. Donc je pense que je suis complètement d'accord avec ça. Oui, et puis dans les autres sports, c'est pareil, hein. Effectivement, tu mentionnais le tennis. En NBA, bah, il y a Ouais, l'horloge des 24 secondes. En NFL aussi, il y a une horloge ouais, pour les jeux. Donc, effectivement, comme tu le disais, l'avantage qu'a le lanceur, effectivement, euh, pourrait, euh, pourrait ne plus être aussi important que cela. Et, et peut-être qu'on aurait moins de lancers à 100 miles à l'heure. Peut-être que les lanceurs qui ont un meilleur contrôle de leur balle seraient peut-être plus avantagés par ça. Voilà, c'est une première proposition pour accélérer un petit peu les matchs, enfin, au moins réduire le temps total de ces matchs. ouais. Ma deuxième proposition, je sais que celle-ci, elle va faire sacrément débat. Oui,
Personne n'est infaillible, ça c'est sûr. Mais quand il s'agit de juger une balle qui arrive à 160 km/h dans une zone euh, qui n'est pas, qui n'est pas visible à l'œil nu, enfin qui n'est pas visible à l'œil tout court, c'est très compliqué. Donc, la vidéo existe déjà dans plusieurs sports, donc pourquoi pas ajouter et remplacer les arbitres placés derrière les receveurs par des robots. Euh, je sais que ça va faire débat. Je sens déjà je ressens déjà les premiers commentaires à l'écoute de ces mots-là en disant oh mais non, il faut pas faire ça. Ça va tuer ça va tuer le jeu. Aujourd'hui, un très très bon arbitre, on considère qu'il est très très bon quand il a 95% de jugement correct de balles dans la strike zone. Euh, et c'est vraiment le top du top. Donc on est souvent sur des taux de jugement qui sont beaucoup plus bas. Donc qui donnent lieu à des voilà à des choses comment dire qui donne lieu à des situations où on juge une balle bonne alors qu'elle est complètement fausse et vice versa, ce qui peut complètement changer la physionomie aussi d'un match. On peut passer d'un but sur balle du coup à un retrait. Euh, donc, alors, cette technologie-là, elle est pas encore tout à fait prête. Il y a la zone en elle-même, c'est pas une zone qui est en deux dimensions, c'est une zone en plus qui est en trois dimensions, donc ça complique encore plus la tâche des arbitres et aussi de la construction de robots qui soient capables euh, de bien juger. Mais voilà, je pense que pour quelque chose d'aussi subjectif que de juger si une balle est dans la zone ou pas, euh, ça me paraît important de mettre en place, ce type de technologie. Ouais, je suis assez d'accord. Ça, c'est une proposition intéressante, je trouve, dans la mesure où, au final, c'est assez frustrant, quoi, quand je comprends, l'erreur est humaine, et puis c'est des arbitres, ça arrive, c'est pas la fin du monde, d'accord, ça fait partie aussi du sport maintenant, mais c'est quand même énormément frustrant quand ça arrive et quand ça gâche un match, tout simplement que le strikeout, c'est pas un strikeout, ou ça devrait être un strikeout et c'est contre le pitcher, franchement, c'est frustrant et ça gâche le jeu. Si on veut continuer, si on veut notre but, en tout cas notre réflexion pour ce podcast, c'est rendre le baseball plus attractif. Quelqu'un qui regarde un match de baseball pour la première fois, il a le cadre devant lui à la télé, il sait que c'est dedans et l'arbitre il le voit pas, c'est énormément frustrant si l'arbitre il est même pas capable de voir ça. Alors quoi ça sert que je m'intéresse à ce sport si l'arbitre il est à ce point en dehors de la réalité, quoi. C'est vraiment frustrant. Donc c'est un problème, je pense. Oui, et puis là, comme je vais peut-être me répéter, mais on juge quelque chose qui est tellement difficile à juger. Voilà, si vous écoutez ce podcast Bien ou si sûr. vous n'êtes jamais allé voir un match de baseball, ça va à une vitesse tellement folle que c'est extrêmement compliqué de pouvoir juger ça. On n'est pas en train de dire de mettre un arbitre pour juger si un joueur a bien atteint une base quand il l'a volé ou pas. La vidéo est déjà là pour le faire. Mais voilà, je pense que ce serait une amélioration fantastique pour le baseball parce que ça rendrait les choses vraiment. J'ai le mot en anglais, accurate, mais je l'ai plus en français. Plus précise. Précise, voilà, merci, plus précise. Et je pense que ce serait largement bénéfique Ouais. pour le jeu. Et puis tu sais, je vais parler encore une fois du tennis, mais ça me fait penser à la lettre au tennis. Et depuis quelques années, quand j'ai commencé à regarder le tennis, ça n'existait pas. Et puis je sais plus en quelle année c'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une petite clochette, une petite sonnerie. En fait, il y a un capteur dans le filet qui fait que quand il y a un service qui est LED, donc il touche la bande du filet,
l'arbitre est notifié, quoi. Il le sait, il y a un petit bruit et ça a complètement changé le jeu parce que aussi la balle va très vite. L'arbitre peut pas avoir les yeux partout. C'est un humain, c'est comme au baseball, ça va même un peu moins vite, mais quand même, certains services vont, bon, oui, non, ça va plus vite. Ça va Oui, les encore plus services vite que vont le plus vite, ouais. baseball. Ouais, ouais, les Oui, services vont plus oui, vite. oui. Oui, oui. Et je me suis perdu avec les MPH et les kilomètres par heure. Et du coup, dans ma tête, je pensais que non, mais non, pas du tout. Non, ça va plus vite. Donc, et ça aide énormément le jeu au final. Et donc, c'est moins grave une lettre, d'accord, mais bon, quand même, ça fait partie du jeu, quoi. On est bien d'accord là-dessus. Troisième idée, là aussi, je pense elle fera débat parce que voilà, les partisans ça a toujours été comme ça, donc je ne vois pas pourquoi on changerait. Ce serait de réaligner les différentes ligues de manière géographique et pourquoi pas aussi d'étendre la MLB à 32 équipes. Aujourd'hui, il y en a 30. Beaucoup seraient ravis de voir les Expos revenir. Entre autres, on parle d'autres franchises potentiellement ailleurs. Rob Manfred n'a pas vraiment fermé la porte à tout ça, mais avec une ligue qui s'étend à 32 équipes, forcément, il y a forcément un réalignement qui doit s'opérer et l'arrêt et d'arrêter l'American League et la National League comme ça l'est depuis très très longtemps, je vous l'accorde, mais de passer à peut-être un modèle plus un découpage comme en NBA, à savoir de la conférence, une conférence Est et une conférence Ouest, avec, avec toujours pareil, hein, des divisions pour pouvoir euh, pour, pour avoir des playoffs comme à l'accoutumée, avec pourquoi pas dans ce que j'avais imaginé avoir six équipes par ligue avec les quatre vainqueurs de division à chaque fois qui se qualifient pour les playoffs et qui ont un tour de repos. Donc avoir avec du coup deux équipes qui joueraient une wild card en premier match, comme ça peut l'être actuellement. Je pense que ça donnerait lieu à des nouvelles rivalités qu'on n'a pas forcément, qu'on a seulement euh, dans, dans, dans des niveaux très très avancés au niveau des playoffs et notamment, je pense, ne serait-ce qu'au World Series où typiquement les Angels et les Dodgers, par exemple, ne peuvent se rencontrer qu'à ce moment-là. Euh, ce serait l'occasion aussi de construire de nouvelles rivalités dès le début des playoffs et même pendant la saison régulière avec davantage de matchs entre ces équipes-là. Et donc géographiquement, effectivement, euh, ce serait plutôt intéressant. Et si on projette encore plus en termes de diffusion, et là je pense notamment aux États-Unis parce que nous on n'est pas sujet au blackout, etc. Mais ça arrangerait aussi de ce point de vue-là les détenteurs d'abonnements aux États-Unis. Euh, les ligues mineures sont déjà très régionalisées et je pense que ça pourrait être aussi intéressant d'avoir aussi la même chose euh, en, en MLB et d'avoir par exemple dans une même division, parce que si on réfléchit comme ça, si on va dans l'aspect régional, dans la même division, on aurait les Mets, les Red Sox et on va les Nationals, les Phillies, les Yankees qui pourraient être dans la même division. Donc rendez-vous compte de la qualité potentielle de la division. On aurait et on aurait peut-être un peu moins de Yankees Rays pendant la saison régulière, mais je pense que ça pourrait être intéressant de revoir le modèle de découpage des conférences au baseball. Damien. Oui. Je suis vraiment d'accord avec toi. J'étais en train de penser, tu parlais de l'Est, l'Ouest, ce serait complètement fou avec San Francisco, Oakland.
Les Dodgers, les Angels, San C'est Diego, ça. t'imagines, ce serait un truc de fou. Et puis, je pense qu'une des réussites du Field of Dreams, c'était d'avoir amené de la MLB en Iowa, là où il n'y en avait pas eu. Et je pense qu'il y a énormément Exactement. d'endroits aux États-Unis qui rêveraient d'avoir une équipe de MLB, ou comme tu dis, les ligues mineures sont déjà régionalisées, il y en a un petit peu partout en fait. Et il y a des villes qui rêveraient, je suis sûr, d'avoir une équipe et qui seraient prêtes. Je pense à Salt Lake City, par exemple, qui est une ville qui est hyper émergente depuis plein d'années et qui a au final quoi, une franchise de sport majeur, pas de franchise NFL, pas de franchise MLB, pas de franchise de NHL. Ça serait incroyable d'avoir une franchise de MLB. Il y a l'équipe de Ligue mineure des Angels qui était à Salt Lake City, mais c'est rien à côté d'une franchise de MLB. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le sud aussi, je trouve, de baseball des États-Unis, à part quelques-unes, à part le Texas, Missouri, il y a Ouais. pas énormément, donc ça serait intéressant aussi de se développer là-bas, je pense. Le centre, effectivement, le centre des États-Unis est assez dépourvu de franchise MLB. C'est Ouais, énormément concentré, effectivement, dans la partie est et nord-est des ouais, États-Unis, où c'est là où on en rencontre effectivement le plus. Et après, la Californie qui en compte, qui en compte pas mal, entre Oakland, les Giants, les Dodgers, les Angels, les Padres, on a quand même pas mal, il y a quand même pas mal d'équipes. Donc, effectivement, euh, ça permettrait, euh, ça permettrait aussi d'ouvrir de nouvelles franchises. Et effectivement, ça a été, tu fais très bien de le mentionner, que l'Iowa a des ligues mineures et c'est une terre de baseball aussi. Donc, ce serait effectivement tout à fait logique d'avoir aussi une franchise là-bas. Et puis, le baseball, c'est ça. Enfin, si on parle du mm, pastime, du favorite pastime des Américains, c'est déjà quelque chose d'extrêmement ancré dans la culture. C'est déjà quelque chose qui est extrêmement local aux États-Unis. Et la MLB semble un peu échapper à ça, comme si elle s'était élevée au-dessus comme pour dire qu'elle était un peu l'instance suprême. Euh, et, euh, et voilà, je pense que euh, ce serait intéressant de la rapprocher un peu plus de ses racines et de son côté régional et local. carrément. Ouais, je pense qu'on est vraiment d'accord sur ça, hein. Puis, comme tu dis, voilà, il y a rien à faire, quoi. Tout le monde joue au baseball au lycée, joue chez soi dans son jardin. Alors, il n'y a même pas besoin de ça pour s'intéresser au baseball. Alors, amener une équipe professionnelle dans une grande ville ou dans un endroit dans une grande ville où il n'y a pas d'équipe de baseball, ce serait incroyable Mm. pour les marchés locaux et les gens autour, quoi. Il y aurait une passion exceptionnelle, je pense. Exactement, exactement, exactement. Et, euh, et pour terminer, une dernière, parce qu'on ne peut pas non plus faire une liste trop exhaustive, parce qu'effectivement, il y aurait tellement. On parlait des ligues mineures, on pourrait penser à une rémunération décente et à des conditions de jeu décentes pour les joueurs de ligue mineure. Mhm. Ça avait fait assez scandale assez récemment. Donc ça fait partie des choses aussi qui pourraient être mises en place. Mais là, c'est plutôt c'est un peu en dehors du jeu et plus euh, pas sur de l'extra sportif, mais euh, c'est par rapport au draft, au pic de draft, pardon, au choix de draft et à l'autorisation de pouvoir se les échanger. Euh, car oui, les franchises MLB ne peuvent pas s'échanger de pic de draft. Elles peuvent s'échanger des joueurs, bien entendu, avec des évaluations comparables, mais pas, on ne peut pas mettre comme en NBA ou comme en NFL ou comme en NHL des choix de draft dans la balance. Alors, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant parce que, on le sait, les choix de draft, quand une franchise MLB va drafter un joueur, c'est pas comme en NBA ou en NFL. Il n'est pas prêt tout de suite. Il va souvent passer quelques années dans les ligues mineures pour se faire la main et puis arriver à un certain moment, pouvoir enfin jouer, jouer dans la grande ligue. Euh, donc ces choix de draft pourraient être quelque chose
être quelque chose d'intéressant parce que au final, les 30 franchises vont considérer le choix de draft à peu près de la même manière. Bien sûr qu'un premier choix est toujours plus intéressant qu'un choix numéro 15. Mais ça permettrait aussi, je pense, de booster un peu la popularité de l'événement parce que quand on voit toute cette cérémonie qu'il y a en NFL et en NBA, on n'a pas tout à fait la même chose en MLB. Ça fait quand même beaucoup moins de bruit. Il y a beaucoup moins de rumeurs sur qui est-ce qui va être choisi en numéro 1, etc. Donc je pense que ça pourrait redonner aussi un petit peu d'attrait pour cet événement qui est la draft, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est ces petits jeunes venus du collège ou de la high school qui vont être choisis par ces 30 franchises MLB. Ça permettrait, je pense, de le rendre peut-être aussi plus télévisuel, peut-être engranger des revenus supplémentaires, tout simplement, à la MLB, avec des droits TV à l'international ou aussi des droits TV un peu plus importants sur le marché intérieur. Voilà, créer un peu de mouvement dans ces pics de draft, de pouvoir avoir des équipes qui vont avoir, comme le OKC en NBA, 17 choix de draft sur les 7 années à venir. Alors oui, il y a un effet secondaire qui est celui de moins considérer les choix de draft, de les rendre un peu moins importants et de se dire bon bah de toute façon c'est pas grave, au pire je sais que je pourrais en redemander d'autres lors d'un futur échange. Mais voilà, je pense que ce serait plutôt intéressant euh, d'autoriser ça. Le prochain accord sur la convention collective arrive dans pas longtemps, donc c'est peut-être aussi le moment pour la MLB de rejoindre ces trois autres copains et de faire la même chose. Ouais, et puis tu sais, je pense aux Cubs par exemple, là, qui ont vendangé leur équipe à la. Mon Dieu. Si on avait pu faire ça, clairement, Javier Baez ou Chris Bryant ou Anthony Rizzo, ils auraient pu être échangés contre peut-être des meilleurs choix de draft ou des choses comme ça au premier tour, et ça aurait été vraiment très intéressant au final. Pour eux, et pour la franchise, pour la MLB, comme tu dis, parce qu'évidemment, il y a l'excitation de on va échanger le choix de draft, qu'est-ce qui va se passer quand en NFL, quand Miami a fait l'échange avec San Francisco pour le troisième choix, on a fait 3 ou 4 articles d'analyse, on a fait des podcasts, on a fait, bon, ben, Effectivement. voilà, et même pour la draft NFL, voilà, c'est une couverture médiatique, comme tu dis, c'est incroyable. Et là, bon, ben voilà, on s'y intéressait, évidemment, parce que c'est intéressant, mais c'est pas pareil. C'est vrai qu'il y a pas cette folie, en fait, qu'il y a dans la draft NFL et évidemment dans les autres drafts. Mais ouais, et c'est vrai que tu as raison, ça permettrait de rendre l'événement beaucoup plus attrayant. Et ça permettrait aussi, je pense, d'aider les franchises parce que ça permettrait d'éviter de se retrouver sans rien, de permettrait de vraiment le voir un petit peu plus loin. Si tu sais que tu veux échanger tes joueurs, eh ben, peut-être que tu peux faire un choix au premier tour contre des bons joueurs et ça te permet de mieux prévoir l'avenir. Et donc, c'est intéressant aussi tout simplement au niveau du spectacle parce que tu veux pas avoir une équipe qui est dépourvue de joueurs pendant des années alors qu'elle pourrait se refaire peut-être un peu plus rapidement que s'il n'y avait pas ça, quoi. Bah, c'est vrai que le processus est très long pour une fois qu'on a des prospects choisis lors de la draft. Effectivement, le processus est assez long et c'est vrai que euh, rares sont les joueurs qui performent très très vite. Et je pense Mhm. au Juan Soto ou encore au Tatis. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir ça. Et notamment sur les lanceurs, parce que c'est un des postes qui est, quand on regarde la structure de la draft, de la dernière draft MLB, sur les 30 premiers choix, beaucoup de choix se sont tournés vers les lanceurs. Et, euh, et ça prend du temps de former un lanceur, ça prend du temps de lui apprendre de nouveaux types de lancers pour qu'il soit effectivement MLB ready. Ça prend du temps. Le farming system est super important en MLB. Il l'est beaucoup moins en NBA ou en NFL parce que les joueurs, quand ils arrivent, bah, ils ont un impact immédiat. Ils sont censés avoir un impact immédiat. Donc, effectivement, ça
tous ces éléments-là mis bout à bout pourraient rendre un petit peu cette draft MLB peut-être un peu plus médiatique et intéressante. Moi, j'ai donné mes idées. Toi, en as donné une. Est-ce que tu en as d'autres comme ça? On a encore un petit peu de temps pour continuer. Ouais, j'en ai encore une ou deux sous la main. Ça m'a été un peu inspiré par Field of Dreams. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas. C'est peut-être un peu fou, mais c'est pas grave. J'ai décidé d'être fou aujourd'hui dans ce podcast. C'est l'idée. Ce que j'ai appelé sur ma petite note, ça s'appelle Classic Games on Demand. En fait, ça serait l'idée que la MLB, maintenant, ils arrivent avec les jeux vidéo, tout ça, à scanner et à créer des joueurs virtuels vraiment très réalistes. Et donc, je me demande si ce serait pas intéressant de recréer des équipes classiques, des équipes traditionnelles, ou alors peut-être même des équipes récentes, quelques équipes vraiment importantes, et qu'on mettrait dans un catalogue et qu'on pourrait sélectionner sur ton Network, MLB TV, peu importe. Et donc, tu pourrais sélectionner, je sais pas, les Yankees de Babe Ruth contre les White Sox de Shoeless Joe, et donc ça se lance une espèce de match virtuel sur ta télé qui est généré automatiquement de façon complètement aléatoire avec ces joueurs qui ont été scannés. Voilà, c'était mon idée un petit peu folle, mais qui me faisait un petit peu rêver, où on pourrait simuler, ou par exemple, si tu veux voir Shohei Ohtani contre Babe Ruth, ben, tu peux parce que par exemple, les joueurs des Angels, ils ont été scannés, et donc on a recréé, parce que avec la technologie, on fait un peu ce qu'on veut, et tu pourrais regarder ce match qui n'existe pas, en fait, qui serait à chaque fois un petit peu fait en aléatoire, comme si tu lances ton jeu en aléatoire, en fait. Mais en fait, comme pas la réalité, mais de façon très réelle, quoi, sur ta télé. Voilà, c'était mon idée pour la MLB de demain, après-demain et dans Ah oui, d'après-demain, là. C'était un peu loin, mais voilà, encore une fois, je dis, je cherchais pas à être très, comment dire, très réaliste avec cette idée, j'acceptais que c'était fou. Mais voilà. Et c'est une idée à prendre, effectivement. C'est vrai que ça serait pas mal de faire coexister plusieurs époques différentes, et effectivement, en recalibrant avec les données qu'on a maintenant, effectivement, ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que c'est le cas, on peut faire ça sur les jeux vidéo, de jouer entre équipes classiques. Même créer des équipes, on peut imaginer, parce que là, du coup, ça me fait penser à NBA 2K qui compose des équipes all-time pour chacune des franchises. Et donc, d'avoir chez les Yankees, par exemple, d'avoir dans la même équipe Derek Jeter et Babe Ruth, par exemple. Donc, c'est vrai que ce serait assez fou. Et je pense que les gens seraient peut-être prêts à payer pour ça. Certainement. Et mon autre idée, c'est quelque chose qui a été expérimenté et qui je pense peut avoir son intérêt. C'est en fait les signaux électroniques du catcher pour le lanceur. C'est pas mon idée, hein, c'est quelque chose qui a été expérimenté et qui est quand même, j'ai l'impression, en bonne voie. J'avais pu passer un article là-dessus, comme quoi c'était en test dans plusieurs ligues mineures. Et je pense que c'est intéressant parce que du coup, on éviterait évidemment les vols des signaux, hein. Du coup, c'était un peu plus compliqué pour les Astros de gagner des World Series. Ouais, ça y Mais est. On a atteint le point Goldwyn de la MLB. On a parlé des Astros qui trichent. ou n'importe. Alors d'accord, la triche, ça fait partie du jeu. Et là, évidemment, forcément, Bien on sûr. va pas être d'accord avec les. Et je suis d'accord que la triche, ça fait partie du jeu. Et là, donc, de toute façon, pour ce podcast, si on est contre l'évolution du jeu et tout ça, je pense que c'est pas la peine d'essayer de nous comprendre. Mais ça serait intéressant de favoriser la communication et d'éviter la triche et de permettre ça. C'est en test, donc peut-être que ça arrivera un jour. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui gagnerait à être un peu poussé et savoir un petit peu comment ça pourrait se passer de façon plus importante. Très bien. Rob, si tu nous écoutes, je pense qu'on t'a fait une belle petite liste. Alors, tout n'est peut-être pas faisable en 2021 ou en 2022, mais garde-les dans un coin de ta tête, ça pourrait être pas mal. Écoute, merci Damien. On a fait, c'était super intéressant d'échanger sur ces idées-là. Et on vous rappelle
N'hésitez pas à réagir sur toutes les idées, même les plus farfelues qu'on a pu vous donner. N'hésitez pas à nous faire des petits retours, à commenter tout ça sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous répondre et de débattre, parce que je trouve que c'est assez passionnant de réfléchir à l'évolution d'un sport, et notamment et surtout d'un sport qu'on aime. Merci Damien pour ta participation aujourd'hui. Merci Charles, merci à tous. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple, Deezer, YouTube aussi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, normalement la semaine prochaine. Un nouvel épisode du podcast MLB de The Free Agent. À très vite.